Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. On revient avec vous sur l'onde de choc provoquée par le drame de Bruxelles qui pose une fois de plus la question de la stratégie à mener face au terrorisme. Il y a comme toujours des mots qui reviennent sans cesse dans les discours, des expressions qui méritent d'être décryptées et c'est ce que nous allons faire ce soir. Par exemple, lorsque le Premier ministre Manuel Valls a répété ce matin sur notre antenne que nous étions en guerre et que ce serait l'affaire d'une génération, qu'est-ce qu'il faut entendre? Alors si vous voulez, Emmanuel, ces mots, on va les reprendre l'un après l'autre parce qu'il s'agit de mots forts qui n'ont pas été choisis au hasard et qui renvoient chacun à une idée, à un concept, à un message. Alors le premier, effectivement, c'est le mot de guerre au terrorisme. Et là, il faut surtout noter que le Premier ministre a pris soin de préciser qu'il s'agissait d'une guerre, oui, mais d'une guerre pas comme les autres. Et il a effectivement raison, puisqu'il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle, comme on les connaît bien, mais d'une guerre asymétrique entre des États, des nations bien organisées, structurées, fortement armées, et qui doivent faire face à un ennemi beaucoup plus faible, mais qui compense sa faiblesse par sa résolution, par sa détermination, et en l'occurrence pour les djihadistes, par un mépris de la mort, la nôtre comme la leur. C'est ce qui explique d'ailleurs les kamikazes, les bombes humaines, bref, tout ce qui se rapporte à un culte du martyr. Manuel Valls a aussi parlé d'un combat de longue haleine. Explication? Alors là, il a voulu dire que ce combat ne peut pas être gagné rapidement parce qu'il est complexe, parce qu'il se joue sur plusieurs terrains à la fois. Il y a le terrain militaire, en Irak, en Syrie, en Libye et ailleurs en Afrique, et on sait bien que ça va être très long, car le Moyen-Orient notamment est en plein chaos et qu'il est l'enjeu d'affrontements qui dépassent largement le cadre du terrorisme, comme par exemple entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Il y a aussi le terrain du renseignement, à l'intérieur comme à l'extérieur, et là on voit à quel point c'est difficile. Et il y a enfin le combat culturel, le combat idéologique dans nos pays, et là on sait très bien que c'est celui qui prendra le plus de temps. Le Premier ministre dit même le temps d'une génération. Oui, sans doute, parce que ce terrorisme qui vient en grande partie de l'intérieur pose malgré tout un défi énorme en matière d'éducation, de formation, d'intégration. Il faudra trouver les moyens, comme on dit, de déradicaliser les esprits, et tout ça, ça ne se fait pas en un jour. Il faudra aussi adapter nos outils de répression, de renseignement, et tout cela, Emmanuel, en essayant de préserver les valeurs fondamentales de nos sociétés, celles que, justement, les terroristes cherchent à détruire. Alors oui, une génération au moins. Alors, autre mot, autre expression courante au niveau européen, on parle de PNR, de SIS, de FBI européen. Qu'y a-t-il vraiment derrière tous ces sigles, Henri? Alors, il y a un certain nombre d'organismes, de structures, dont certains existent déjà, comme le SIS, la banque de données du service information Schengen, sur les individus signalés. Le système fonctionne, mais il doit être fortement amélioré. Et puis, il y en a d'autres qui sont encore dans les cartons du Parlement européen, comme ce fameux PNR, le registre des passagers aériens, qui se heurte toujours à la résistance d'un certain nombre d'élus européens qu'ils considèrent comme inefficaces et liberticides. Quant à la création d'un FBI européen, là, c'est très simple, Emmanuel. Certains en rêvent, tout le monde en parle, mais il semble que personne, ou presque, n'en veut et n'est sans doute pas prêt de voir le jour, malgré l'urgence. Là, on touche aux limites de la construction européenne. Enfin, il y a ce serpent de mer de l'Europe politique. Ce serait quoi une véritable Europe politique face au terrorisme? Eh bien, ce serait une Europe dont la priorité serait de mettre en commun ses moyens et de coordonner son action. Ça, c'est pour l'aspect policier et renseignement. Mais c'est aussi une Europe qui se doterait enfin d'une défense et d'une vraie politique étrangère commune, ce qui lui permettrait d'exister dans le règlement des conflits, comme en Syrie, au lieu de rester confiné dans un rôle de spectateur ou pire encore aujourd'hui, de victime. Mais hélas, Emmanuel, tout indique que ça n'en prend pas le chemin. Les attentats nourrissent les courants populistes qui sont anti-européens. En Grande-Bretagne, ils vont sans doute jouer en faveur des partisans du Brexit. Et le contrôle renforcé aux frontières risque à terme de nuire non seulement à nos principes de liberté, mais aussi à terme à l'économie européenne. Bref, sans vouloir trop noircir le tableau, au moment où il est évident qu'on aurait besoin de plus d'Europe, et il se pourrait fort bien qu'on en ait en définitive de moins en moins. Eh bien, merci professeur Guirschoun pour cet indispensable décryptage.